Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères pour la quatrième partie du cours des méningites. C'est la dernière partie où on va aborder les méningites dites à liquide clair. On avait vu les méningites à liquide purulente. On avait dit que les agents pathogènes les plus fréquemment ou bien répandus, les plus dangereux, c'est les méningocoques et le pneumocoque. Et c'est l'hémophilus influenza. Cette fois-là, c'est les méningites à liquide clair. Les liens sont toujours disponibles dans la description. Je vous invite à abonner pour recevoir les vidéos pendant toute l'année. Je vous demande le maximum j'aime, le maximum de partage. Donc, cela, ce sont les méningites dites claires. Leur étiologie, ils sont multiples. Il existe parfois des causes bactériennes. Donc, c'est pas toujours purulent, veut dire bactérien. Il existe des méningites bactériennes. Par exemple, de la tuberculose, qui est une méningite bactérienne très grave, mais à liquide clair. Donc, ce n'est pas une loi fixée. Donc, il existe des méningites bactériennes à liquide clair. Virales, bien sûr, ça c'est à liquide clair, c'est la prédominance lymphocytaire du LCS. Je vous invite à consulter la vidéo de la ponction lombaire. On a abordé tous ces critères-là de l'interprétation de LCS. Parfois, c'est parasitaire ou mycosique chez les immunodéprimés. Donc, les causes virales sont relativement les plus fréquentes. Et les causes les plus répandues, ou bien les plus redoutables, les plus dangereuses, ça vous devez retenir qu'on va détailler aujourd'hui. C'est la cause herpétique, c'est la méningite à herpès virus et bien sûr la méningite tuberculeuse. Ces deux agents pathogènes-là vont donner un aspect du LCS qui est clair, mais ils sont très redoutables par leur gravité. Bien sûr, ils peuvent être mortels, mettre en jeu le pronostic vital ou fonctionnel. Ils constituent ces deux-là des urgences diagnostiques et thérapeutiques. Et bien sûr, toujours qu'on a dit, la déclaration, elle est obligatoire. Jamais oublier la déclaration obligatoire devant les méningites. Donc, on va détailler les méningites herpétiques et les méningites tuberculeuses dans cette partie-là. Ce sont les deux agents pathogènes graves, redoutables, responsables de méningite à liquide clair. Premièrement, les méningites virales, ils sont fréquentes, épidémiques et saisonnières, ils sont bénignes. Donc, l'affection virale est toujours bénigne, sauf en dehors, bien sûr, de la méningoencéphalite herpétique. La méningoencéphalite herpétique, là, c'est grave, c'est très grave plutôt. Là, elle est mortelle, ça peut tuer le patient. Mais les autres infections virales, les méningites virales sont bénignes. L'infection virale des muqueuses respiratoires ou intestinales, qui va être suivie d'une multiplication virale dans les amygdales, le tissu lymphatique, et ça va disséminer vers le système nerveux central, bien sûr, par des voies dites hématogènes. Donc, c'est une vérimée. Donc, ça nous fait appel au cours de virologie. Je vous invite à consulter la playlist pour mieux retenir, bien pour mieux comprendre les modes de dissémination. On a parlé ça dans le module de virologie. Donc, le début, il est brutal, avec un syndrome méningé fébrile et un état général qui est conservé. Donc, c'est rarement associé à des manifestations neurologiques. C'est le coma et la convulsion. Tout ça, ça va entrer dans le domaine ou bien dans le contexte d'une méningoencéphalite, mais elle est rarement retrouvée dans les méningites virales. La ponction lombaire, bien sûr, va révéler un SCR, bien un SCS qui est clair, avec une prédominance dite lymphocytaire, bien sûr. On a abordé ça dans la deuxième partie. Je vous invite toujours à prendre les vidéos ou bien les cours comme une seule entité pour mieux comprendre le processus. Une légère augmentation de la protéinorachie et une, bien sûr, glycorachie normale. Donc, une glycorachie normale en faveur d'une infection virale. Pourquoi? Parce que c'est les bactéries qui ont un métabolisme à partir du glucose. Donc, dans ce contexte-là, ces méningites, il s'agit d'entérovirus, coxsackie-virus, les myxovirus, les paramyxoviridés. Pour les virus, ça nous fait appel au cours des paramyxoviridés et orthomyxoviridés. C'est dans la playlist dans virologie. Je vous invite toujours à consulter les autres
playlist pour mieux comprendre l'enchaînement des cours. Bien sûr, le VIH, la primo-infection, la varicelle, la rougeole, la rubéole, de multiples agents pathogènes viraux peuvent donner des méningites virales, mais heureusement, ils sont bénignes. Dernier point, le traitement est symptomatique à l'exception de la VIH. Donc, on va entamer du traitement antiviral, de le rétroviral, l'ARV. Ça, on l'a abordé dans le cours de VIH. Il est dans la playlist aussi. Vous pouvez le consulter. Donc, les méningites virales, rien de spécial là. Ce sont des infections heureusement bénignes. Une SCS dite claire avec prédominance lymphocytaire. Les agents sont multiples et le traitement, il est symptomatique car ces infections-là ou bien ces méningites sont bénignes. Donc ça, c'est les méningites dites virales. Deuxième titre, une infection très grave, c'est la méningoencéphalite herpétique. C'est grave, c'est urgent. Donc c'est une méningite ou bien méningoencéphalite qui est due au virus HSV1. C'est l'herpès simplex 1. Il appartient à des alpha-herpès viridés. Ça nous fait rappel au cours des herpès viridés. Il est toujours dans la playlist. C'est une urgence thérapeutique. Urgence. Là, c'est grave. La morbimortalité, elle est élevée à cause de la virulence de ce virus-là. Donc, elle entraîne une nécrose hémorragique temporofrontale. Donc, ça, c'est ce que vous devez retenir. L'herpès, ou bien la méningoencéphalite herpétique, ça va donner des nécroses hémorragiques temporofrontales et c'est très grave. Nécrose dite mort. Elle se manifeste par un syndrome méningé fébrile associé à des signes encéphaliques, bien sûr. Là, on a de nécrose du tissu temporofrontal, notamment les hallucinations, l'aphasie, l'anosmie. Toutes les manifestations peuvent se rencontrer là. Là, c'est très important, c'est de la TDM. Donc, dans la TDM, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, c'est de la nécrose. Donc, cette zone-là, elle est hypotrophique. Donc, on va vous montrer une zone dite hypodense à la réaction œdémateuse temporofrontale importante. Donc, on va avoir de nécrose, de l'hypodensité avec une réaction œdémateuse, inflammation autour de ce tissu nécrosé-là, temporofrontale. Donc, c'est la nécrose temporofrontale qui se, qui manifeste ou bien qui témoigne à une méningoencéphalite herpétique et une urgence vitale. Donc, l'examen cytologique après ponction lombaire montre une prédominance lymphocytaire toujours. La normoglycorachie, donc là vous voyez, c'est l'agent pathogène, c'est pas une bactérie, mais il est virulent. Donc la loi de virulence et pour les bactéries ne s'applique pas toujours. Vous voyez là un virus qui est responsable d'une morbimortalité très importante dans le domaine de méningoencéphalite herpétique. Bien sûr, l'hyperprotéinorachie qui est modérée. Donc, la PCR de l'HSV virus, on va détecter le gène ou bien l'ADN viral. OSCR confirme le diagnostic. Donc, quel est le diagnostic de certitude des herpès ou bien du SCR? Ça, c'est de la PCR. C'est de polymerase chain reaction où on va faire la multiplication du génome. Elle est très sensible, elle est très spécifique. C'est l'examen de choix, c'est l'examen de certitude. Là, c'est le PCR qui va nous donner le diagnostic. Le dosage de l'interféron dans le LCR peut orienter le diagnostic, mais gardez-vous en tête que l'examen de choix, l'examen de certitude, c'est de la PCR. L'électroencéphalogramme, on peut noter des ondes lentes périodiques, temporales évocatrices. Donc c'est de la nécrose. Donc les ondes vont devenir lentes et périodiques. Le traitement, ça on a abordé dans le cours de l'herpès. Heureusement, il existe un antivirus qui est très efficace, heureusement, contre l'herpès, c'est le fameux acyclovir. Donc, devant l'herpès, c'est l'acyclovir qui est le traitement. Heureusement, on dépose de cet antivirus, cet antiviral qui est très efficace sur les herpès. C'est de l'acyclovir à dose de 10 mg par kilogramme par jour, tous les 8 heures, pendant 10 à 14 jours. C'est une urgence, ça nécessite de l'acyclovir toutes les 8 heures
la durée, c'est entre 10 et 14 jours. Donc, ça, c'est la méningo-encéphalite herpétique. C'est l'urgence vitale. C'est la nécrose temporofrontale. Elle est due à l'herpès simplex virus 1. L'examen de choix ou bien de diagnostic de certitude se pose sur la PCR. L'électroencéphalogramme va nous montrer des ondes d'origine ou bien de siège temporal. Ça va évoquer le diagnostic. Le traitement, heureusement, on dispose de la cyclovir qui est efficace. L'administration, c'est toutes les 8 heures pendant 10 à 14 jours. Donc ça, c'était tous les points forts concernant la méningite, plutôt la méningo-encéphalite herpétique. C'est une urgence extrêmement vitale. Donc, lorsque devant un LCS qui est clair, on doit éviter en premier plan l'infection à herpès virus. Donc, toujours un liquide clair ne veut pas dire que c'est bénin. Donc, c'est probablement d'origine virale, c'est bénin, mais si c'est le cas de l'herpès, là, c'est une urgence vitale, là, c'est une méningite dite grave, plutôt c'est une méningo-encéphalite, c'est de la nécrose, c'est de la morbimortalité élevée. J'espère que le message est reçu. Ça, c'était la méningo-encéphalite herpétique. Maintenant, le troisième cause, ou bien le troisième agent là, c'est la fameuse tuberculose. Donc, bien sûr, c'est grave. Donc, la méningite tuberculose, plutôt tuberculeuse, c'est la complication d'une miliaire tuberculeuse. La miliaire veut dire la tuberculose avec dissémination sanguine. Ça, on va bien détailler dans le module de pneumologie. Mais gardez-vous que la miliaire, c'est l'existence de la tuberculose dans le sang. Ça va être dispersé dans tout le corps. Donc, c'est une tuberculose ganglionnaire génitale, osseuse ou bien par une primo-infection chez l'enfant. Tout ça sont graves et vont donner des complications. Et la complication à redouter toujours dans la tuberculose, c'est la forme méningée où le système nerveux central va être touché. Donc, elle est favorisée par l'immunodépression ou l'immunosuppression, la corticothérapie au long cours et le sujet âgé. Tout ça sont des facteurs affaiblissant le patient qui vont favoriser la méningite tuberculeuse. Donc, ça va passer d'une tuberculose extra-pulmonaire à une méningite tuberculeuse et ça va être très grave. Elle a une évolution subaiguë, c'est pas aiguë, progressive. Son pronostic est réservé, mais parfois il existe de mortalité et de séquelles neurologiques, malheureusement. Donc, le tableau clinique de la méningite tuberculeuse, il est fait par un syndrome méningé à début insidieux. Parfois, il est brutal, mais le début, il est insidieux, c'est progressif. Parfois, elle est résumée dans des céphalées fébriles associées à des signes neuropsychiatriques. Exemple, les délires aigus, l'hallucination, le trouble de sommeil, le trouble de comportement et de l'humeur, et bien sûr les signes de localisation. Donc vous voyez devant des signes neuropsychiatriques et une fièvre, je répète, là, on va évoquer le diagnostic d'une méningite toujours, on n'attend pas les résultats de la ponction lombaire. Le traitement doit être entamé directement, immédiatement, sans attendre les résultats de la culture plutôt ou bien de la résultat bactériologique du SCS. Donc, toujours devant des signes neuropsychiatriques, là, ce sont des signes de gravité. Donc, gardez-vous que les signes neurologiques, c'est parmi les signes de gravité devant une méningite. Donc là, c'est la cloche qui sonne. Classiquement, elle s'associe avec cette méningite tuberculeuse, l'atteinte des nerfs oculomoteurs. On a des signes d'hypertension intracrânienne, des signes d'imprégnation tuberculeuse, la fièvre au long cours, sueur nocturne, anorexie et amaigrissement. Donc ça, c'est sueur avec les nocturnes, c'est sueur nocturne avec l'anorexie et l'amaigrissement. Ça s'appelle syndrome pseudo-tumoral. Ou bien plutôt le syndrome néoplasique
Donc, c'est les sueurs nocturnes profuses, l'amaigrissement et de la fièvre. Ça s'appelle le syndrome néoplasique. Donc, vous voyez que la tuberculose, ça c'est un noté, elle pose un problème de diagnostic avec les néoplasies, malheureusement. Donc, c'est difficile de différencier entre la tuberculose et les proliférations néoplasiques. Ils vont tous donner le syndrome néoplasique, c'est la fièvre, les sueurs nocturnes profuses et de l'amaigrissement. Donc, c'est pour cela que l'interrogatoire minutieux et les examens paracliniques doivent être précis, doivent être de haute fiabilité afin de bien différencier entre les deux affections-là. Méningite tuberculose se diffère totalement d'une néoplasie où le diagnostic et le traitement thérapeutique se diffèrent, surtout en tuberculose. Là, c'est une urgence vitale. Un retard de diagnostic ou le mauvais diagnostic, ça va être sombre concernant le pronostic vital du patient. Bien sûr, on a la notion de comptage tuberculeux qui doit être recherchée, c'est le dépistage et toujours la déclaration obligatoire. Je répète, la déclaration obligatoire, c'est systématique devant les méningites et bien sûr, surtout tuberculose. Là, c'est encore plus évidemment la déclaration obligatoire trouve sa place là dans les méningites tuberculeuses. C'est une état endémique qui vit en Algérie. On va aborder ça dans la pneumologie de la tuberculose. Donc, restez abonnés, restez en contact pour recevoir les prochaines vidéos dans les prochains modules. Donc, ça c'était l'introduction concernant la méningite tuberculeuse. Maintenant, la ponction lombaire. Donc, on va entamer de la clinique et la paraclinique. On avait vu la clinique. Cette fois-là, c'est de la paraclinique de méningite tuberculeuse. Donc, la ponction lombaire, le SIR, là, il est clair. Donc, vous voyez, c'est une méningite bactérienne, mais le SIR, là, il est clair. Parfois, j'en citerai légèrement hypertendu, avec une pliocytose variable. Donc, la prédominance, là, elle est lymphocytaire, avec une hyperprotéinorachie, mais une hypoglycorachie. Donc, un LCS clair, avec une prédominance lymphocytaire, un panaché, variable, un pliocytose avec l'hyperprotéinorachie et bien sûr l'hypoglycorachie. Là, c'est une méningite bactérienne. On a de l'hypoglycorachie. Et bien sûr, l'examen direct après suspicion de la tuberculose, on va voir quoi? Ça nous fait rappel au cours de bactériologie, de les bacilles de Koch. On va voir de bacilles dites acido-alcoolo-résistantes, c'est le BAR. Donc, je vous invite à consulter le cours de la tuberculose. Il est dans la playlist de bactériologie. Tous ces critères-là de diagnostic et acido-alcoolo-résistant, on a déjà parlé dans ce cours-là. La culture du SCR, bien sûr, elle se fait sur le milieu de Lowenstein-Jensen. C'est le milieu de choix. C'est le milieu sélectif de bacilles de Koch. Donc, ça va affirmer le diagnostic. Donc, c'est l'examen direct, soit par la mise en évidence des bacilles acido-alcoolo-résistants. C'est la culture. C'est un diagnostic de certitude là. Et bien sûr, ça va affirmer l'existence de BK sur le milieu de Lowenstein-Jensen. Mais le inconvénient là, c'est que la poussée est lente. Ça va prendre 42 jours à 45 jours pour que les bacilles vont être cultivables, bien que les colonies vont être visibles. L'examen du fondé doit être effectué. Pourquoi? On peut avoir une tuberculose oculaire, c'est la tuberculose du bouchu. Et dernièrement, c'est de la radiographie pulmonaire. Ça doit être effectué en urgence. Pourquoi? C'est la recherche d'une éventuelle miliaire tuberculeuse. Donc, la tuberculose, elle a dépassé la barrière hémato-encéphalique. On a le risque de miliaire tuberculeuse pulmonaire. Donc, devant une image évocatrice et un test IDR à la tuberculine positive et trois bacilles de Koch dans les crachats, donc soit du typage gastrique ou les urines. Donc,
ce qu'on va compléter notre examen par la recherche en urgence d'une miliaire tuberculeuse, plus un test d'intradermoréaction à la tuberculine. Ça, c'est là, c'est l'intradermoréaction à la tuberculine, plus trois recherches de BK dans les crachats, c'est le tubage gastrique, et la recherche dans les urines, afin qu'on dépiste tous les cas de tuberculose extra-pulmonaire. Donc, les examens clés devant une méningite tuberculeuse, c'est la ponction lombaire premièrement, la recherche. Les deux examens directs, c'est la recherche du BAR et de la culture sur milieu Lewonstein-Jensen du LCS, afin de prouver l'existence du bacille de Koch dans le LCR. Et on n'oublie pas toujours la suspicion d'une méningite ou plutôt d'une miliaire tuberculeuse, c'est une urgence. On doit la rechercher en urgence, la miliaire tuberculose pulmonaire. Malheureusement, les complications et les séquelles neuropsychiques sont fréquentes dans les infections tuberculeuses. Donc ça, c'était les examens paracliniques dans la tuberculose. Dernier point sur la tuberculose, c'est le traitement. Donc ça, c'est en gras. Le traitement doit être mis en route en urgence. Il repose essentiellement sur la quadrithérapie. Donc la tuberculose, c'est la seule infection, ou bien c'est la seule bactérie, c'est la seule infection bactérienne. On n'utilise pas un, pas deux, pas trois antibiotiques, mais quatre. On utilise quatre antibiotiques. C'est la quadrithérapie antituberculeuse. On utilise quatre antibiotiques. C'est la rifampicine R, isoniazide H, pyrazinamide Z et l'éthambutol E. C'est le RHZE pendant 6 mois. Donc, c'est 2 mois de RHZE suivi par 7 à 10 mois du RH. Donc, je répète, RHZE, c'est dit rifampicine, isoniazide, pyrazinamide et éthambutol. Donc, vous voyez que c'est une infection grave. Le traitement est urgent. C'est la quadrithérapie à long terme. Vous voyez là, elle peut aller jusqu'aux 10 mois. C'est la RHZE, rifampicine, isoniazide, pyrazinamide et éthambutol. Nota bene, chez l'enfant moins de 15 kg, on substitue l'éthambutol par la streptomycine. Mais chez l'adulte, non. La streptomycine, on a un taux de résistance de BK contre cette streptomycine. Donc, la corticothérapie est associée pendant 10 à 15 jours, puis une dégression progressive. La déclaration obligatoire, ça c'est à noter bien sûr, et le dépistage familier et la recherche des cas similaires afin de les traiter avec un traitement prophylactique. La tuberculose, c'est à déclaration obligatoire. C'est une maladie très contagieuse. Elle vit en Algérie dans un état endémique. Donc c'est la déclaration obligatoire, le dépistage systématique, la forte quadrithérapie à RHZE, rifampicine, isoniazide, pyrazinamide et éthambutol. Ça va varier de 6 à 10 mois. Donc ça, c'était la méningite tuberculeuse. Avec tous ces points forts, j'espère que c'est clair. Dernier agent, c'est la listériose. On a vu ça dans les bacilles à gram positifs. Et la listeria monocytogène, c'est un bacille à gram positif qui touche le sujet immunodéprimé, bien sûr, le sujet âgé, la femme enceinte, les sujets immunodéprimés. Je vous invite à consulter le cours de listériose ou bien de listeria monocytogène. Il est dans la playlist de bactériologie. Ça, avec un envahissement du système nerveux central, se fait par voie hématogène. C'est une bactérémie. À partir du tube digestif, c'est la consommation de lait cru, surtout chez la femme enceinte. Et les crudités, c'est de la mauvaise hygiène, de viande mal cuite. Et en cas d'encéphalite, les lésions prédominent au niveau du tronc cérébral. Donc ça, ce que vous devez retenir, chez la listériose, on va noter du rhomboencéphalite.
Donc, dans l'herpès, on a noté la nécrose frontotemporale, mais dans la méningite listérienne, dans la listériose, la listeria monocytogène, elle va toucher le tronc cérébral. On appelle ça de la rhomboencéphalite et c'est très grave. Notez bien cette rhomboencéphalite, ça peut être des questions d'examen. Typiquement, le tableau clinique est celui d'une méningoencéphalite avec atteinte des nerfs crâniens, bien sûr, c'est la rhomboencéphalite. L'atteinte de tronc cérébral, c'est les nerfs bulbaires qui vont faire naissance de ce tronc cérébral. Le LCR, il est à prédominance lymphocytaire ou à polynucléaire neutrophile, c'est du panaché. On a de la normo ou bien l'hypoglycoragie et bien sûr l'hyperprotéinorragie. Donc, ça ressemble, c'est méningite à liquide clair. Celle-là, elle est bactérienne, donc on va noter de l'hypoglycoragie comme la tuberculose. Le panaché, c'est la prédominance de 50%, 50% de lymphocytes et de polynucléaires neutrophiles. On appelle ça un panaché. La prédominance n'est pas claire. L'examen direct, c'est de la culture du SCR et de l'hémoculture qui va affirmer la listériose. Donc c'est facile à diagnostiquer, mais les séquelles sont très graves. Le traitement, c'est la bithérapie. Donc la listériose, c'est une infection grave. Là, c'est de la bithérapie. Vous voyez que c'est la multiplicité des antibiotiques dans ces méningites-là. Là, dans la tuberculose, on a 4. Dans la listériose, on a 2, associations de 2. C'est de l'amoxicilline et les aminosides. La durée, c'est de 3 semaines. Donc, on utilise l'association de antibiotiques bactéricides à un spectre large afin de éradiquer ces méningites-là. Donc, c'est l'association pour éviter la résistance. On a entamé ça ou là, on a parlé de ça dans le cours de résistance aux antibiotiques. Il est dans la playlist de bactériologie. Donc, ça, c'était le dernier agent fameux. C'est de la méningite listérienne. Elle est due à l'hystériose. Donc, on a vu de l'herpès, de la tuberculose, de la listériose. Gardez ces 3 affections-là. Ils sont 3 méningites à liquide clair, mais ils sont très virulents avec un taux de mortalité qui est très élevé. Donc, un liquide clair ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bactéries. Ça, vous devez noter. Donc, faites attention à ce piège-là. Un LCS qui revient clair, ça ne veut pas dire systématiquement qu'il est normal. Ça peut être un LCS dit décapité ou bien un panaché. Ça peut être de l'herpès, ça c'est viral et c'est très grave. Ça peut être de la tuberculose ou bien de la listériose qui sont les deux affections qui sont très graves où le pronostic vital est mis en jeu. Donc, ça, c'était les 3 fameux agents pathogènes dans la méningite à liquide clair. On a terminé notre 4e et dernière partie sur le cours de méningite. J'espère que les parties, plutôt les vidéos, sont bénéfiques et utiles. J'espère que les vidéos étaient claires. Je vous remercie pour votre attention jusqu'au cette 4e partie. Je vous rencontrerai prochainement, Inch'Allah, dans d'autres vidéos. Merci pour votre attention et bon courage, mes chers confrères.